Monsieur Lesage. Bonne fin d'après-midi. J'espère que vous avez encore un peu de capacité d'attention. J'ai 2-3 choses à vous dire. Et je suis très content d'être ici. C'est la première chose que je voulais dire. Je remercie beaucoup M. Cameron de m'avoir invité et donc d'avoir associé le Conseil supérieur à ces 24 heures pour un Québec apprenant, qui arrive à l'heure qu'il est, à leur fin, et qui avait pour but de définir les grandes orientations pour soutenir le développement de l'apprentissage tout au long de la vie au Québec. L'ICEA avait pris l'initiative de vous convoquer, de nous convoquer tous, de nous entendre travailler nos convergences. À partir de tout ce que j'ai entendu cet après-midi et des comptes rendus de mes collègues, je crois qu'on peut dire que c'est un bon départ, sinon mission accomplie. Je salue cette démarche citoyenne qui me semble parfaitement appropriée au contexte et à la conjoncture. En effet, vous le savez, la révision de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue est annoncée. Et dans la concurrence actuelle pour l'attention publique, il faut se faire entendre, si possible d'une voix forte, cohérente et rassembleuse. Je voudrais ajouter la voix du Conseil supérieur de l'éducation à votre concert. Je vais le faire en rappelant la pensée récente du Conseil sur l'éducation des adultes. Vous le savez, le Conseil a une commission d'éducation des adultes et de la formation continue qui rassemble des acteurs de divers horizons et qui est présidée par nul autre que Pierre Doré, que vous venez d'entendre. Elle a aussi une coordonnatrice chevronnée dont les états de service témoignent d'un engagement indéfectible à la cause de l'éducation des adultes, Isabelle Gobeil, qui devait être ici, mais qui est en train de fignoler l'écriture de son avis et que plusieurs d'entre vous connaissez. Mais il n'y a pas que cette commission qui se préoccupe au Conseil des questions d'éducation des adultes. De diverses manières, les autres commissions en traitent aussi. Normalement, comme président du Conseil, je suis tenu de passer sous silence 2 avis. L'un qui a été adopté au mois de mai et l'autre qui le sera en juin. Le premier est le fruit du travail de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire et l'autre de la Commission d'éducation des adultes et de la formation continue. Je vais tout de même dire quelques mots sur ces avis, une sorte de demi-primeur, puisque les autorités ministérielles sont déjà informées, du moins du premier avis dans sa totalité et du second dans son évolution générale. Le Conseil a donc approuvé récemment un avis au titre évocateur parce que les façons de réaliser un projet d'études universitaires ont changé. Dans cet avis, le Conseil témoigne du fait que plusieurs étudiants, et Pierre Doré y a référé, plusieurs étudiants des universités québécoises s'éloignent de l'image du jeune au début de la vingtaine, engagé de façon quasi exclusive dans un projet de formation et fréquentant à temps plein un campus universitaire. Bon nombre d'étudiants entretiennent plutôt un rapport aux études qu'on a qualifiées de non traditionnelles, de par l'occupation d'un emploi, des responsabilités parentales, leur cheminement en temps partiel ou un parcours de formation atypique ou irrégulier. Bien que ces réalités ne soient pas récentes, elles apparaissent aujourd'hui avec intensité. Plus ou moins 70% des étudiants des universités occupent un emploi en parallèle à leurs études. Selon le cas, il s'agit davantage d'étudiants qui travaillent ou de travailleurs qui étudient. Une proportion non négligeable d'étudiants ont des responsabilités parentales. Elle atteint 25% dans certains lieux. De plus en plus nombreux, les microprogrammes, les certificats et les diplômes sont majoritairement suivis à temps partiel. Un étudiant du baccalauréat sur 5 a plus de 25 ans. Environ le tiers des étudiants de maîtrise a plus de 30 ans et le quart des doctorants a plus de 35 ans. La proportion d'étudiants qui dépassent l'âge dit limite d'un parcours régulier est d'autant plus élevée dans les programmes ne menant pas à un grade. Ces phénomènes sont profondément ancrés dans des tendances sociales telles que la quête d'un équilibre entre les différentes sphères de la vie et la valorisation de la formation tout au long de la vie. Cela nous oblige à les reconnaître comme ayant un caractère irréversible. Or, puisque le système universitaire québécois a été pensé en général pour les étudiants classiques et la séquence études, travail, famille, des contraintes particulières peuvent peser sur ceux dont le rapport aux études est non traditionnel. En cela, les femmes paraissent particulièrement touchées. Le Conseil, dans son avis, propose des actions pour que toutes les personnes qui en ont la volonté et la capacité puissent accéder à des études universitaires et être soutenues dans l'accomplissement de leurs projets. L'enjeu consiste à éviter que le système universitaire québécois n'évolue en des systèmes parallèles conférant des avantages distincts selon que le parcours de formation est ou non classique.
C'est donc guidé non seulement par un devoir d'équité, mais aussi par un souci de qualité et de cohérence que le Conseil convie les acteurs concernés à prendre pleinement acte des nouvelles façons de réaliser un projet d'études universitaires. Quant au second avis, pour le moment intitulé « Rehausser un faible niveau de littératie chez les adultes, un défi pour le Québec », plusieurs des organisations représentées à l'ICA ont participé à une consultation organisée par le Conseil en novembre 2012 et dont l'avis s'est grandement inspiré. Je profite de l'occasion pour réitérer nos remerciements à toutes les participantes et participants. Je vais me limiter à dire quelques mots sur le diagnostic et sur la perspective d'analyse explorée, vous privant de la couleur des recommandations qui viendront plus tard, et que vous pouvez deviner du moins dans leur esprit général. La problématique est claire et intolérable. La moitié de la population adulte québécoise a des compétences insuffisantes pour faire face aux exigences de la société actuelle. Et c'est inacceptable. Le diagnostic est en effet dérangeant. En considérant le nombre total des personnes qui se situent au niveau 1 et 2 de l'échelle de littératie, quelques 2,6 millions de personnes ont des compétences insuffisantes pour fonctionner sans difficulté dans la société québécoise, peu importe le domaine de compétences considéré, ce qui représente près de la moitié de la population québécoise de 16 à 65 ans. Fait troublant, les soi-disant analphabètes d'aujourd'hui sont d'anciens élèves. Ils ont fréquenté l'école. Il y en a même un bon nombre qui a participé à l'enseignement post-secondaire. C'est que les compétences se perdent, faute d'être mobilisées et renforcées. Selon Murray et Wills, la perte de compétences au Canada semble être un processus graduel qui débute vers l'âge de 25 ans, atteint un sommet à 40, puis va en diminuant à l'âge mûr. Pour expliquer cette perte de compétences en littératie, les auteurs proposent deux interprétations relatives au contexte pouvant y mener, dont les deux suivantes. La faible durabilité des compétences transmises par le système d'éducation, ou l'incapacité de ce dernier à transmettre des valeurs et des comportements pour assurer le maintien des compétences en littératie pourrait être une explication. L'enjeu serait alors d'ordre scolaire et pédagogique. Deuxièmement, les individus adopteraient un mode de vie qui ne permet pas le maintien de leurs compétences ou leur emploi ne leur permettrait pas de les mobiliser. Les enjeux, tout serait alors la promotion du maintien des compétences pour les individus et celle de l'utilisation optimale des compétences de la main-d'œuvre pour les employeurs. La perte des compétences en littératie n'est cependant pas inévitable, ce qui plaide en faveur d'un environnement les sollicitant. Cet environnement recouvre l'ensemble des domaines de la société. Les choix que font les individus chez eux, hors du contexte professionnel, quant à la quantité et à la diversité de leur lecture, semblent influer fortement sur l'acquisition des compétences. De fait, l'augmentation des compétences observées chez les personnes qui lisent beaucoup chez elles est à peu près équivalente à la perte de compétences observée en moyenne au cours de la période de 10 ans où la perte de compétences est la plus forte. Manifestement, le mode de vie et les choix individuels importent. Le Conseil explore donc une perspective d'analyse qui s'éloigne de la simple mesure des compétences d'ordre cognitif et technique et qui se centre bien davantage sur le rapport à l'écrit des adultes ayant un faible niveau de littératie et aux pratiques qu'ils ont développées. L'attention, et cela est d'une grande importance, est tournée vers les modes d'apprentissage et de formation non formelle et informelle pouvant combler les lacunes en littératie. Elle est aussi centrée sur les caractéristiques d'un environnement qui favorise un rapport positif à la lecture et à l'écriture. Ce regard privilégie des interventions pour soutenir les pratiques des adultes faibles lecteurs et agir en vue de mobiliser leurs compétences, contribuant de la sorte à leur renforcement. Comme le souligne Rachel Bellil, si on reconnaît que les adultes dits de bas niveau de littératie ont des pratiques de lecture en dehors de l'éducation formelle et des démarches d'alphabétisation, on peut envisager de soutenir collectivement ces pratiques afin de favoriser le maintien de leur capacité de lecture ou, selon les termes qui ont semblé plus pertinents, favoriser la mobilisation et le renforcement de leurs compétences faisant appel à la lecture. Le maintien des compétences en littératie doit être aussi envisagé dans la perspective de leur renforcement, puisque l'on note une tendance à l'accroissement du niveau de compétences requis pour fonctionner dans la société, autant au travail que dans les situations quotidiennes de la vie. Tout comme des compétences non entretenues tendront à se perdre, des compétences qui ne seraient pas utilisées dans une perspective de renforcement pourraient ne plus répondre aux exigences de la société. Il est donc nécessaire de s'intéresser à la fois à la mobilisation et aussi au renforcement des compétences en littératie. Autrement dit, plus on utilise ces compétences, plus celles-ci s'exercent avec aisance et plus elles se développent, même si au départ le niveau initial est assez bas.
Vous avez compris que le Conseil accorde une grande importance à une approche de la littératie centrée sur un rapport à l'écrit ordinaire et qui privilégie des modes informels et non formels de maintien et de rehaussement dans un environnement à la fois attentif et soutenant. Le troisième point que je voudrais aborder concerne le droit des adultes à l'éducation et la formation continue et l'expression de la demande d'information. Le droit des adultes à l'éducation et la formation continue constitue un enjeu toujours d'actualité. Vous ne seriez pas là si ce n'était pas le cas. Selon le Conseil, cet enjeu relatif au droit des adultes de poursuivre des études en vue de l'obtention d'un diplôme de formation générale, de formation professionnelle ou de formation technique, c'est-à-dire permettant un accès au marché du travail, se formule en ces termes. Il s'agit de déterminer si le droit à la gratuité des services actuellement garantis pour les jeunes qui présentent une continuité de formation doit être aussi assuré pour les adultes. Le Conseil retient le principe de l'accessibilité, d'ailleurs proposé dans la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. La proclamation du droit des adultes à l'éducation constitue certes une orientation structurante pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'âge adulte, et bien sûr peut influencer l'expression de la demande. Mais il faut que ce droit puisse véritablement s'exercer. Alors qu'un nombre important d'adultes ne sont pas rejoints et qu'en somme, une demande n'est pas comblée. S'il y a une demande qui s'exprime et qui n'est pas comblée, il y en a une qui a de la difficulté à s'exprimer et qui n'est pas prise en compte. Et dans son avis de 2006 intitulé « En éducation des adultes, agir sur l'expression de la demande de formation », une question d'équité, le Conseil a abordé cette question de l'expression de la demande, et c'est un problème fondamental que vous connaissez bien mieux que moi. Je voudrais non pas reprendre l'ensemble de l'avis dans le temps qui m'est imparti, mais je voudrais dire quelques mots sur l'accueil à faire à la demande individuelle et collective, car pour le Conseil, l'expression de la demande est certes un résultat recherché, mais c'est aussi un processus et des conditions qui la favorisent ou au contraire nuisent à son expression. Ainsi, l'expression de la demande d'éducation et de formation continue chez les adultes doit être conçue comme une démarche au cours de laquelle une personne, un collectif ou une organisation examine sa situation, se fixe un objectif, prend conscience d'une lacune que la formation peut combler, précise et formule une demande de formation en vue d'atteindre l'objectif visé. Le principal facteur de l'expression de la demande d'éducation et de formation continue chez les adultes réside dans la culture de l'éducation qui se construit par l'expérience antérieure des individus, positive et négative, à l'égard de l'école. En effet, la capacité d'exprimer une demande s'inscrit dans la foulée de la scolarité initiale. Le défi est donc de taille. Comment stimuler l'expression d'une demande quand le principal déterminant relève des expériences passées qui n'ont pas toujours été positives? Pour relever ce défi, il s'avère important d'examiner les conditions favorables ou défavorables à l'expression de la demande et à la satisfaction de cette dernière par une mobilisation dans une activité concrète de formation. Il faut alors considérer que la relation entre, d'une part, la scolarité initiale, ou une position sociale favorable ou défavorable à la formation, et d'autre part, la possibilité de faire mention de demande en cette matière, n'est pas purement mécanique. Les expériences positives de participation à une formation au cours de la vie adulte peuvent modifier le rapport entretenu initialement avec la scolarisation. Si l'on ne croit pas en cela, on est condamné à l'impuissance et au désespoir. Le Conseil estime que la prise de conscience nécessaire à l'engagement dans un parcours d'éducation et de formation continue représente un premier type de participation à un projet éducatif qui pourra s'actualiser. La mobilisation des adultes, des collectivités et des organisations vers l'expression de la demande de formation est non seulement une condition préalable à celle-ci, mais c'est une partie intégrante du processus éducatif lui-même. À cet égard, l'environnement de la formation peut exercer une influence indéniable, d'abord en amont de la démarche de formation, mais aussi au cours de celle-ci pour assurer l'atteinte des objectifs visés. Parce qu'il existe des conditions peu propices à l'expression de la demande d'éducation et de formation continue, l'environnement de la formation peut en effet jouer un rôle crucial auprès des adultes, des collectifs et des organisations. Il y a donc 4 défis à relever pour favoriser l'expression de la demande. Il faut aller vers la demande, c'est-à-dire rejoindre, écouter, mobiliser les adultes, les collectivités et les organisations qui n'entreprennent ou n'organisent aucune activité de formation, qui n'arrivent pas à se décider à le faire ou qui n'envisagent même pas cette possibilité. Il faut susciter la demande, c'est-à-dire intervenir auprès des adultes pour leur faire prendre conscience qu'une formation pourrait leur être utile et enclencher, ce faisant, le processus qui les conduira éventuellement à la décision de se former.
Il faut faciliter l'expression de la demande, c'est-à-dire soutenir la décision d'acquérir une formation en levant d'abord les obstacles à celle-ci. Il faut enfin soutenir l'élaboration de la demande, c'est-à-dire assurer un accompagnement afin d'aider à la construction et à l'appropriation du projet de formation et par la suite soutenir la démarche de formation de l'atteinte des objectifs visés. La question de la reconnaissance des acquis et des compétences est ici pertinente. On n'insistera jamais assez sur le fait que cette reconnaissance est un puissant moyen de faire le point sur ses savoirs et ses compétences, mais aussi de les valoriser et de saisir l'intérêt d'aller plus loin. On mise alors sur ce que les adultes ont acquis, en reconnaissant officiellement ses savoirs et ses compétences. C'est l'élément de continuité auquel Pierre faisait référence. À cet égard, la reconnaissance est aussi un moyen de faire prendre conscience à un adulte de sa capacité à se former si le besoin se fait sentir. Elle s'avère donc une composante des conditions visant l'expression de la demande d'éducation de formation continue et représente un pas important vers l'établissement d'un projet de formation significatif. Le retour aux études ou à la formation dans un cadre formel ou même informel s'avère une période difficile pour beaucoup d'adultes. Le milieu de formation doit donc se soucier à maintenir la motivation des adultes. Et le Conseil insiste dans l'avis sur l'importance d'aider l'adulte à trouver du sens à la formation qu'il décide d'entreprendre. Il insiste aussi sur l'accompagnement en cours de formation et sur le fait qu'il faut trouver les moyens d'amener les adultes à prendre confiance en leur capacité d'apprendre. Un accompagnement centré sur l'expression de la demande de formation vise aussi à ce que la démarche de formation corresponde au projet initial. C'est pour ces raisons que le Conseil recommandait en 2006 la mise en place, avec le financement approprié, de services d'accueil et d'accompagnement intégrant information, bilan, reconnaissance des acquis et compétences, orientation et accompagnement dans les commissions scolaires, les collèges et les universités, en tenant compte des adaptations requises selon l'ordre d'enseignement. Si à cet égard des progrès ont été réalisés, l'accompagnement n'en demeure pas moins un ingrédient essentiel de l'exercice effectif du droit à l'éducation des adultes. Depuis plusieurs décennies, il y a au Québec comme ailleurs une intense activité politique autour de l'éducation et de la formation, celle des jeunes comme des adultes. De multiples politiques ont été formulées, des réformes ont été tentées, des plans d'action ont été élaborés, à des degrés variables, mis en œuvre. Non seulement il y a une concurrence forte au sein de l'État entre divers champs, l'éducation, la santé, le développement économique, la culture, etc., mais cette concurrence apparaît aussi à l'intérieur de chaque champ entre les différents secteurs et les différents acteurs qui le composent. Plus les réalités sont diverses et les besoins différenciés, plus les réponses doivent être appropriées. Et dans un contexte de ressources rares ou insuffisantes, cela engendre inévitablement des tensions et des conflits. Les récentes politiques éducatives accordent une grande importance à la petite enfance, à l'intervention précoce et soutenue, et à la lutte au décrochage scolaire, avec, semble-t-il, un certain succès salué par les médias. Pas question de remettre en cause ces politiques, d'autant plus que si elles sont couronnées de succès, le champ de l'éducation des adultes ne pourra que s'en réjouir, dans la mesure où moins d'adultes seront à risque d'être exclus de la société du savoir. Mais il ne faudrait pas que cette priorité légitime accordée à la lutte au décrochage ou à d'autres priorités pour les jeunes ne prive les adultes d'aujourd'hui des services auxquels ils ont droit. Il y a d'ailleurs un lien à faire valoir entre la réussite scolaire des jeunes et l'éducation des adultes. On le sait, les adultes alphabétisés, dotés d'un rapport positif à l'apprentissage, sont mieux équipés pour accompagner et soutenir le cheminement scolaire de leurs enfants. Il est en ce sens vrai d'affirmer que l'éducation des adultes a des effets positifs sur celle des jeunes, comme le montrent les expériences d'alphabétisation familiale en milieu défavorisé à Montréal. Prenant acte de ces réalités, le Conseil salue donc ces 24 heures pour un Québec apprenant, permettant de nous mobiliser pour rappeler au Québec que le droit à l'éducation des adultes doit être de plus en plus effectif. Merci de votre attention.